Thank you, Catherine. Our final speaker is Dr. Emily Bouvard, recently appointed Director of Collections and International Programs at the Fondation Giacometti, who was prior to that Conservatrice du Patrimoine at the Musée National Picasso Paris. A specialist of surrealism, psychoanalysis, and feminism, the subject of her doctoral dissertation, she has particularly focused her work on Louise Bourgeois. Her talk today, as I mentioned before, is the inverse of the first two that we've heard, as it tracks this 20th century French artist, Louise Bourgeois' long artistic development, which began in Paris and then continued and was completed in New York, where Bourgeois developed her iconic style, notably in the genre of sculpture. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier vivement à la fois le comité scientifique et les organisateurs et organisatrices de ce colloque. Et je voudrais également vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Alors, je voudrais aborder aujourd'hui le parcours académique singulier de Louise Bourgeois. Je dirais d'emblée que celle-ci s'est vue consacrer de nombreux et riches ouvrages récemment, et notamment la monographie de Robert Storr, parue en 2016, ou la biographie de Marie-Laure Bernadac, parue cet automne. Ces deux livres abordent effectivement le chapitre de la formation artistique de Bourgeois, particulièrement ses années parisiennes, et en livrent une analyse, soulignant l'un et l'autre le caractère complet et moderne de cette formation, j'y reviendrai. Mon propos aujourd'hui n'est donc pas de revenir sur des faits déjà rassemblés par d'autres, mais davantage de placer le parcours de Bourgeois en perspective par rapport à celui d'autres artistes femmes et hommes de sa génération, et par là de répondre à une question qui est celle que pose en sous-main toute étude de la formation artistique d'un ou d'une artiste. Cette formation fut-elle déterminante dans la conception par l'artiste de son processus créatif ? Lui a-t-il ou lui a-t-elle permis de trouver son style, soit son mode d'expression singulier et les formes qui lui sont propres ? Pour Bourgeois, comme on va le voir, cela ne fut pas visiblement une partie évidente et facile. La formation artistique de Louise Bourgeois se caractérise par deux points tout à fait singuliers par rapport à celle d'autres artistes de sa génération. Tout d'abord, elle est à la fois longue et d'une durée difficile à déterminer. Louise Bourgeois est née le 25 décembre 1911. Elle interrompt de brillantes études au lycée Fénelon pour prendre soin de sa mère, qui souffre, semble-t-il, d'une maladie respiratoire, et passera en deuil, et après l'avoir préparée seule, le baccalauréat en 1932 à 21 ans. À cette date commence ainsi sa formation supérieure, en théorie du moins. En effet, comme cela est très bien connu, depuis l'âge de 10 ans, Bourgeois participe à la réfection de tapisserie dans l'entreprise familiale et a montré un certain talent en la matière. Elle est chargée, selon son témoignage, qui ici prend valeur de mythe originel, comme l'ensemble de ce qu'elle dit en général, de restaurer les mains et les pieds ou de dissimuler les parties génitales des tapisseries pour une clientèle bourgeoise et pudibonde. En l'autre extrémité de notre chronologie, la fin de la période de formation est également difficile à dater. Sa première exposition personnelle a lieu en 1945 à la galerie Bertha Schaffer de New York. Elle ouvre le 4 juin et s'intitule « Paintings by Louise Bourgeois », ce sont donc des peintures. Pendant les années 40, au même moment, et au moment où elle expose pour la première fois, Louise Bourgeois est toujours en formation et elle fréquente divers cours et ateliers à New York, et notamment celui du graveur William Hayter, un moment déterminant à mon sens dans l'affirmation de son style propre et du passage à la sculpture. En 1947, elle exposera à nouveau des peintures à la Northlights Gallery et sa première exposition personnelle de sculpture aura lieu du 3 au 29 octobre 1949, donc 30 ans en fait, après le début de sa formation 20 ans après le début de sa formation artistique, à la Peridot Gallery. Peut-être afin de marquer la révolution qui s'est produite discrètement jusque-là dans l'atelier de l'artiste, cette exposition s'intitule « Louise Bourgeois, Recent Works, 17 Standing Figures in Wood ». Il s'agit donc de sa première exposition personnelle de sculpture pour elle qui deviendra une sculptrice ou quelqu'un qui en tout cas pratique les arts de l'espace. Elle a alors 38 ans. Faut-il donc parler, selon si on commence à 10 ans ou si on va jusqu'à 1949, faut-il donc parler d'une dizaine, d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années de formation artistique ? Alors pourquoi ce temps long ? Je n'ai pas la possibilité de mener une étude comparative à grande échelle, mais en prenant quelques points de comparaison, ce temps, même à minima, demeure très long. Ainsi, Jackson Pollock, né en 1912, étudie pendant environ 5 ans. Maria Helena Vieira da Silva, née en 1908, pendant 4 à 5 années.
Alberto Giacometti, né en 1901, pendant environ 6 années. David Smith, né en 1906, pendant 5-6 années à peu près. Toutefois, j'ai été surprise lors de ce sondage de constater que si les artistes hommes effectuent en général une demi-douzaine d'années de formation, en revanche, les artistes femmes pouvaient avoir tendance à connaître des périodes de formation plus longues. Ainsi, une douzaine d'années pour Louise Nevelson, née en 1899, une dizaine d'années pour Lee Krasner, née en 1908, une vingtaine pour Aurélie Nemours, née en 1910, et presque 10 années aussi pour Germaine Richier, née en 1902, chacune pour des raisons différentes. Comme vous avez pu le constater, j'ai évoqué ici des artistes tout à fait contemporains de Louise Bourgeois, qui ont pour certains étudié à Paris dans les mêmes académies et en même temps qu'elle, puis partagé avec elle, mais souvent avant elle, la vie artistique new-yorkaise. Chaque cas est singulier, cependant, pour certaines des femmes que je viens de citer, ce temps long s'explique en partie, mais en partie seulement, par des interruptions de fait d'ordre familial. Dans le cas de Louise Bourgeois, ce n'est pas son mariage en 1938 avec l'historien d'art Robert Goldwater qui va l'écarter quelque temps de ses études d'art, mais bien plus tôt, et au début des années 40, l'arrivée de 3 petits garçons qui vont un petit peu l'occuper pendant le début des années 40. Un autre facteur, trait de genre je dirais, que Louise Bourgeois partage avec Aurélie Nemours, Germaine Richier ou en un sens Lee Krasner, est en fait le caractère sinueux de sa formation artistique. Comme vous le savez certainement, les archives des académies parisiennes sont pour la plupart perdues. Cependant, il semblerait que la plupart des artistes suivent 2 ou 3 cours ou ateliers et y forment des camaraderies artistiques en fonction de leurs affinités et convictions esthétiques. Les récentes expositions sur l'Académie Ranson ou sur l'atelier d'Antoine Bourdelle ont bien démontré ce fait. Or, Louise Bourgeois est passée par toutes ou presque les académies parisiennes, et ceci sans s'insérer dans aucun groupe artistique émergent. La chronologie est assez délicate à établir. D'une part, comme l'a confirmé l'Easton Foundation, fondation l'estate de Louise Bourgeois, parce que les traces dans les archives de l'artiste sont assez parcellaires. D'autre part, parce que les différentes périodes où Bourgeois étudie ici ou là se superposent. En 1932, Louise Bourgeois s'inscrit en mathématiques à l'université de la Sorbonne. L'année suivante, en lettres. À partir de 1933 et jusqu'en 1937, elle est inscrite à l'Académie de la Grande Chaumière, dans la section peinture à l'huile, avec Yves Breyer, dont elle deviendra la massière. Elle y étudie également avec le sculpteur Robert Vlerick, qui prend la succession de Bourdelle, les peintres Othon Friss, Marcel Gromer et André Lotte. En 1934, il y a une petite erreur sur la diapo, autre lieu emblématique de la modernité de l'éducation artistique parisienne, elle s'inscrit chez l'affichiste lithographe Paul Collin, qui est aussi peintre, dessinateur, costumier et scénographe, et part avec ses étudiants et lui en voyage en Russie. C'est aussi un artiste très engagé. En 1936 et 1937, elle intègre les ateliers d'André de Vambès puis de Georges d'Espagna à l'École des Beaux-Arts. En 1938, elle est inscrite à l'Académie Julian, réputée désuète pourtant à l'époque, en peinture et en sculpture. Elle suit aussi les cours à l'Académie scandinave avec Charles Despiau. Elle fréquente enfin l'Académie Ranson à une date indéterminée, peut-être avant son départ pour les États-Unis en 1938, peut-être lors d'un retour à Paris en 1939, parce qu'elle apprécie particulièrement les cours de Roger Bissière. Et c'était l'époque où l'Académie Ranson connaît sa période la plus brillante. Il faut enfin ajouter qu'elle suit les cours de l'École du Louvre et gagnera aussi sa vie comme guide conférencière au musée du Louvre. Donc une très grande variété. Bernadette et Storr ont chacun évoqué combien cette formation à la fois lui donne la possibilité unique, que Bourgeois a souvent souligné comme essentielle, de travailler le nu d'après le modèle vivant, et d'autre part la porte de plein pied dans une modernité cosmopolite, les académies étant fréquentées par beaucoup d'artistes étrangers. Elle fut aussi structurante, à mon sens, pour Bourgeois, fréquentant de près des artistes exigeants conceptuellement, déployant une véritable pensée de l'art, telle Lotte, Léger, Bissière, qu'elle apprécie tous trois particulièrement. Attentif à un travail allant vers des formes toujours nécessaires, épurées, efficaces, telles Collin, imprégné de la leçon du cubisme. Sa correspondance américaine ultérieure avec son amie et ancienne condisciple Colette Richarme porte la trace de ses multiples réflexions sur ce que doit être l'art et sur ce que doit être un artiste. Si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que l'on décrit encore souvent Bourgeois comme une forme d'artiste purement instinctive, ce qu'elle n'est pas. Enfin, Bourgeois, fait bien connu, vit de plus rue de Seine, au-dessus de la galerie Gradiva, et découvre ainsi le surréalisme. Elle visite l'exposition de 1938, dont elle sera critique, portant ses exigences en termes de libération de l'inconscient bien plus loin, et ce dès les années 40, comme on le verra notamment dans sa peinture américaine.
Quant à ses travaux des années 30, que je ne présente pas, ceux-ci sont solides, ils traduisent ses expériences modernistes. Ce sont des académies qui portent la marque de l'héritage du cubisme et qui cherchent à intégrer le volume. Des peintures figuratives évoquant parfois le motif, peut-être rappelant son passé de restauratrice de tapisserie, sans perspective. Pour autant, il serait absolument abusif d'y déceler véritablement son style ultérieur. Elle dira plus tard que Léger a fait d'elle un sculpteur, lui donnant à explorer la qualité tridimensionnelle d'un copeau de bois, mais elle ne passe pas encore à l'acte. Notre interrogation se trouve ainsi repoussée en quelque sorte d'un cran. Pourquoi ce sinueux parcours ? Je pense que l'enjeu, comme pour toute formation d'artiste, fut pour Louise Bourgeois de trouver son style propre, et d'abord son médium propre, et ceci ne se fera pas à Paris, malgré les encouragements d'un Fernand Léger à aller vers la sculpture, et malgré le fait qu'elle a bien expérimenté ce médium dans les académies. Paradoxalement, comme on l'a vu, c'est face à une tête en cours de modelage que Brassailles l'a immortalisée à la Grande Chaumière. Je voudrais ici suggérer l'idée que la formation artistique de Louise Bourgeois prend fin en vérité lorsqu'elle passe à la sculpture et quitte ainsi paradoxalement ce qu'elle a étudié pendant une dizaine d'années, à savoir la peinture. Cette révolution répond à mon sens à un faisceau de facteurs internes et externes, parmi lesquels le mouvement le plus intime de l'artiste nous échappera certainement. Je me contenterai donc ici de suggérer quelques pistes. Tout d'abord, la peinture. Pour une jeune femme formée à la réfection de tapisserie et dont le père tolère les études d'art à la fois pour qu'elle se perfectionne et en attendant qu'elle se marie, Louise Bourgeois refusera plusieurs prétendants et fera 2 tentatives de suicide, la peinture est le médium le plus décent et le plus convenable. La sculpture, elle, est réputée plus sale, plus difficile physiquement et est donc chargée du côté du genre comme masculine. Ce serait donc une explication pour laquelle elle se serait inscrite en peinture. Pour autant, on sait bien que l'atelier de Bourdelle, d'après des études récentes, était composé à 50% de femmes, un fait qui rend délicate toute généralité en la matière. Il faut donc simplement dire que Louise Bourgeois a, pour des motifs en partie obscurs, choisi un médium où elle ne donnait pas sa pleine puissance. Arrivée à New York, Bourgeois continue à se former et s'inscrit au cours de peinture de Václav Vltlačil à l'Art Student League, où elle travaille aussi la gravure. Elle entre alors de plein pied dans un contexte nouveau, celui de l'art américain en pleine expansion. Václav Vltlačil, peintre américain d'origine tchèque, ancien élève d'Hans Hofmann dans les années 20 à Munich, est un des membres fondateurs des American Abstract Artists en 1936 et il expose dans les différentes manifestations du groupe. Vltlačil, comme l'écrit Storr dans sa monographie, suggère à Bourgeois d'être moins tendue et de s'accepter, comme je cite, « la personne plutôt timide qu'elle est ». Bourgeois déclara que ces mots auront l'effet sur elle d'une révélation, l'engageant de fait vers une peinture personnelle qu'elle expose, qui se situe entre expressionnisme et surréalisme. Louise Bourgeois fréquente de plus Gertrude et Malcolm Green, rencontrés via l'Art Student League, et elle est tout à fait au fait des débats qui animent le milieu artistique new-yorkais, entre abstraction, expressionnisme naissant et surréalisme. Après-guerre, elle expose dans plusieurs expositions collectives à la Bertha Schaffer Gallery, comme on l'a vu, et dans l'exposition The Woman, chez Peggy Guggenheim en 1945, ainsi qu'avec les futurs expressionnismes abstraits, qu'elle a donc l'occasion de voir de près, ou du moins leur travail, et qui sont vite dominants sur la scène artistique. Des photographies la montrent dans les années 40, entourée de ses peintures dans son atelier ou devant son chevalet, l'air songeur ou concentré, dans des poses typiques, qui affirment une personnalité d'artiste peintre à laquelle elle ne semble pas prête de renoncer. Alors même qu'à cette date, elle a commencé à faire des sculptures. Il est difficile de dater exactement le moment où Louise Bourgeois effectue ses premiers personnages sculptés. Les témoignages et sources s'accordent pour dire que ce passage a lieu peu après 1941, à mon sens, peut-être au cours du premier semestre 1942. Louise Bourgeois a toujours déclaré que ceux-ci étaient des substituts à ses proches en France dont elle est coupée par le conflit. Pearl Harbor a été bombardé en décembre 1941, ce qui nous donne l'idée d'un passage à la sculpture peu après. À l'été 1941, Louise Bourgeois, enceinte, son mari et ses 2 fils de 5 ans et 1 an et demi, déménagent au 142 East 18th Street dans Manhattan. Cet immeuble, qui s'appelle Stutevant's Folly, est le plus vieux de New York et, comme c'est bien connu, il comporte un toit praticable qui devient une échappatoire pour elle, qui est la jeune mère de 3 petits garçons proches en âge. Dans une communication antérieure et dans ma thèse, j'ai évoqué combien l'invention de véritables fétiches, d'objets à vocation médiatrice, à valeur d'usage, avait pu prendre sa source à la fois dans une position critique de recherche et de dépassement du surréalisme, émigrée à New York et qui s'intéresse superficiellement, selon Bourgeois et Goldwater, aux œuvres extra-occidentales
et à ce qu'elles peuvent signifier de la force de l'inconscient. Mais aussi, cette sculpture, elle a pu prendre sa source dans les échanges avec son mari, spécialiste d'art africain. Mais ici, je voudrais mettre en valeur un autre contexte, celui de l'art américain des années 40 et d'une dernière formation à l'atelier de gravure de William Hayter. Je passerai vite sur la question du contexte, en disant pour faire bref que pour une femme, à New York, en 1949, comme peut vite le constater Louise Bourgeois, le champ de la sculpture est libre. La peinture est la discipline reine et masculine dans une Amérique anxieuse quant à la définition des rôles sexuels à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La figure de Pollock est ici un cas d'école, héros de ces héros à l'allure de cow-boy que représentent les expressionnistes abstraits pour le grand public, dans la presse notamment, qui sont présentés comme les nouveaux conquérants de l'art, malgré eux le plus souvent, mais donnant lieu à une vraie domination, pour quelques années, de la peinture, avant l'entrée des femmes dans l'expressionnisme abstrait. Il fallait à Bourgeois, qui avait développé à New York une peinture au style personnel, expressive, surréalisante, comme on l'a entreaperçu, par sa dimension onirique et cauchemardesque, une forme de moment ultime, la faisant définitivement abandonner le plan peint. Je crois que son approfondissement du travail de gravure à l'atelier 17 de William Hayter, qui lui a permis de réaliser la série He Disappeared into Complete Silence, est déterminant. Elle y passe 4 années, à la fin des années 40, et c'est à mon sens sa dernière formation artistique, avant de se lancer définitivement dans la sculpture. L'atelier 17 de Hayter apparaît comme un lieu particulièrement fécond pour Louise Bourgeois. William Stanley Hayter fait partie des immigrés. Citoyen britannique, il quitte Paris en 1940 et laisse son atelier de gravure du 17 rue Campagne 1er pour le transplanter à New York. Il est accueilli à la New School for Social Research, où il dirige un atelier qui devient bientôt un point de ralliement pour les artistes exilés, et il y a un lieu d'expérimentation collective sur les techniques de gravure. Pendant la guerre, Max Ernst, Shu Fuller, Jacques Lipchitz, Jackson Pollock ou André Masson se succèdent à l'atelier 17, qui rassemble ainsi artistes modernes, surréalistes et futurs expressionnistes abstraits. Hayter lui-même s'est frotté à l'abstraction et à l'automatisme en gravure. C'est un ami du groupe surréaliste, sans y être affilié stricto sensu, de même qu'il restera à la marge d'un expressionnisme abstrait naissant dont il accueille les futurs membres à l'atelier 17, tels Baziot, Rothko, Motherwell ou Pollock. Bourgeois y retrouve-t-elle l'atmosphère des académies parisiennes ? Dans un entretien ultérieur cité par Storr, Bourgeois souligne le fait que dans les académies parisiennes, elle avait, face au modèle vivant, appris à parvenir, je cite, à la concentration, à un silence totalement bienveillant, et à acquérir dans cette concentration la certitude, je cite, de sa vocation. À propos de son parcours sinueux dans les académies parisiennes, Bourgeois dira « Dans cette quête de silence, j'allais d'une académie à l'autre. » Chez Hayter, elle va consacrer une série de gravures au silence. Voilà. Ah, zut. Voilà. La série He Disappeared into Complete Silence marque un exceptionnel et nouveau passage au burin pour Bourgeois. C'est une technique particulièrement travaillée par William Hayter, qui est un maître en la matière. Hayter a en effet été formé auprès du graveur Joseph Hecht, qui s'est attaché dans les années 20 à concevoir et à pratiquer la gravure, non pas comme un moyen de reproduction d'un motif déjà formé, mais comme une expression au sens propre, renouant ainsi avec des pratiques anciennes, et notamment avec la gravure sur bois. Hayter découvre auprès d'Hecht l'implication corporelle et physique qu'implique la gravure et comment la mesurer. Hayter lui-même insistait dans son enseignement sur le fait que la gravure était un exercice plus tactile que visuel, que la touche doit être contrôlée par le toucher et non par la vue. Comme le dit un des membres de l'atelier, pour Hayter, la gravure sur plaque de cuivre avait plus d'affinité avec la sculpture en relief qu'avec la peinture de miniature ou le dessin, comme cela avait été le cas avec la gravure traditionnelle. Ainsi, Hayter fait une différence très nette entre le dessin et la gravure. La sensation, je cite, du graveur en action était celle de voyager corporellement le burin en avant dans le sens du dessin ou du dessin au sens de l'intention. Il s'oppose ainsi au fait de transposer un dessin dans la gravure et d'essayer des effets picturaux dans une gravure. Hayter encourage le graveur au burin à faire pivoter la pièce, ce que Louise Bourgeois met en pratique dans son atelier. La série des 9 planches qui constitue le portfolio de He Disappeared into Complete Silence est produite dans ce contexte. Très riche donc, traversée par le modernisme, le surréalisme, l'expressionnisme, le découverte du burin, etc. Chaque planche met en vis-à-vis un texte écrit et composé par l'artiste et une gravure, 6 gravures au burin et 3 pointes sèches. Les textes sont des récits d'humour noir, terribles, denses, courts et efficaces, témoignant au passage pour la première fois des talents littéraires de Louise Bourgeois.
Les images évoquent l'architecture new-yorkaise dans une disjonction totale avec le texte. Les textes sont violents, le hiatus entre texte et image, le silence assourdissant des images est lui aussi violent. Depuis quelques années, Louise Bourgeois expérimentait la sculpture. Heiter lui fait ainsi goûter à un nouvel exercice physique et à une pensée de la création artistique impliquant le corps dans son poids, sa force, le tout dans une forme de contrôle, car on doit maîtriser son geste, donner forme à l'énergie. Cette tension, considérée comme point originel de la création, est peut-être la dernière pièce qui manquait à la formation artistique de Louise Bourgeois pour qu'elle devienne Louise Bourgeois. Merci. Thank you. I want to thank all three of you for your excellent presentations that were united in their exploration of how women took their artistic training in France and used it to advance their careers in the United States, albeit in very different ways, as you've shown. I'm going to start by asking all three of you questions, and then we're going to open the floor to your questions. So Heather, I'm going to start with you. We're going to go in order of presentation. I'm curious to know what the art scene in Utah was in the late 19th century for men, because you explained how and why women came to the forefront, but I'm really curious to know if the men had something similar, whether it was in Paris or otherwise. Sure. So in 1890, 3 men were sent to Paris to train for the express purpose of becoming the best artists that they could to come back and decorate the new church temples and buildings there. So they paved the way for the next generation of women. But this was 3, and then 1 joined them later, and they were here for 2 or 3 years because the Salt Lake Temple needed to be finished by 1893, so they were called back to quickly paint the murals there. And then very few men went afterwards, and I think in large part, the women that I spoke about almost exclusively were single, and so that they had more freedom to do that. And also the men were going on church missions, and that was kind of their time away was that kind of service. So the men also, for reasons that I think are part cultural and in terms of American culture, but even this frontier culture, saw art as being a feminine domain, and one in which the idea of refinement and purification, and we see this happen here in Europe as well, it's the domain of women, and so they no longer want it. So women fill that vacuum, so to speak. And to this day, the Utah art scene is dominated by women artists in terms of directors of museums and in art departments and so on, excepting my university, which is not quite that way. Thank you. Catherine, I was struck by the fact that Greater X doesn't go to Paris to train once, but would return. And it just made me wonder, is that as uncommon as it seems to me? Was she somewhat exceptional in what you're aware of Americans going, that she would continue to go to advance her training throughout her career? Well, it's true. I mean, somebody like, you have expatriates, somebody like Mary Cassatt basically leaves the United States and remains for the rest of her career in France, whereas Greater X went back and forth. And I think maybe that was partly because she did have children to take care of. And so when the first time she went, her sister actually took her 3 children and took care of them for a year and a half, while she came the first time to go and study at Barbizon. And if you think about that moment, she left and the Civil War broke out in the United States. And to think about your children being at home during the war while you're over in another country, I think, just the stress of that must have been quite severe. But I think on the other hand, she was driven by the fact that she was a widow, her husband had died, and she was trying to sort of reinvent herself as an artist who would be more fashionable, I think, from the Hudson River to the Barbizon style that was becoming more, better, more in taste in that period. So she goes back, and then the second time,
she's interested in this idea of old New York, and many American artists went to Paris in 1867 for the exposition, and Winslow Homer, that you saw, that image of the people sketching in the Louvre and others, came for that period and then went back again. And then the third time, sadly, she did that whole project about old New York, and she had spent 8 years doing it, producing this large folio book that had all her images and then text explaining the significance of all the different buildings. Then she produces it, and of course, it wasn't as financially successful as it might have been. So literally, she had to sell all her belongings, all her drawings. She had collected old furniture. When she went to the sites of some of the old buildings, she would take panels from it, or some kind of, like the pulpit of the church she acquired. So she had this whole big collection, all of which was sold, and with the idea that when she came back to Europe, she could live more cheaply. But I think also she had come from Ireland. She lived in Ireland until she was 20, and so she had a different sense of history and culture. And I think in a funny way, New York, even then, must have been very shocking. They would just have a beautiful old church and knock it down to build Tiffany's jewelry store, or, even in this period. So I think it was kind of shocking to her. So in a way, she needed to go back to nature. She would leave the city to go to nature, but then she would also leave New York to go to Europe. And I think that was an important dialogue that she was having all through her career. Thanks. Emily, I was struck by the idea of reasons why Bourgeois, as you so explained and sort of thought through, would switch from painting to sculpture. And it's true that Abex was described as a masculine style. Maybe that's a reason that she might have thought. But of course, I think in the States, the system was very much based on, sort of British and French academic system, that sculpture stereotypically, I think, was still seen as very masculine, even in the 1940s and 50s in the US. So I was curious to know if you think that Bourgeois' switch to sculpture could be connected to sort of new freedoms or social freedoms, whether real or imagined, that she might have had, of the kind of freedom of leaving behind tradition and then being in New York in this moment to maybe gravitate towards a medium that might still have seemed not a smart way to go as a professional artist in France. Alors, j'ai mis en valeur le fait que son passage par Reiter l'avait peut-être déterminé dans un engagement à chercher un travail, à chercher une pratique artistique qui impliquait un engagement corporel, physique important qu'elle visiblement elle voulait avoir dans sa pratique. Je pense au fond que le passage à la sculpture, il se fait vraiment dans les années 42, 41, 42, 43, sur le toit de cet immeuble, et que le contexte, alors en effet, on peut dire elle a changé, elle est exilée, ça donne effectivement une forme de liberté. Je pense qu'elle est surtout beaucoup confrontée dans sa vie mondaine, dans sa vie de femme de Robert Goldwater, à la fois aux pratiques surréalistes qui sont en cours à New York, ne serait-ce que la recherche par les surréalistes, l'intérêt pour l'art amérindien ou de la côte du Nord-Ouest. Elle est confrontée en fait à des artistes qu'elle n'aime pas, qu'elle critique, qui s'intéressent à des types d'art qui par ailleurs l'intéressent et sur lesquels travaille son mari. Donc je pense que l'arrivée de la sculpture comme assemblage, comme fétiche, mêlée à toute une dimension psychologique qui est bien connue, de solitude et de vouloir créer en fait des sortes de substituts. Et elle n'est pas du tout dupe de ce processus. Enfin, je pense qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Tout ça fait le passage. C'est vraiment difficile dans le processus créatif d'un artiste de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il décide de faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y avait ce toit, il y avait des matériaux en bois, il y avait une ville très horizontale qu'on retrouve dans It Disappeared into Complete Silence, et il y avait un intérêt pour, disons, les arts non occidentaux autour d'elle, autour desquels il y avait des tensions et des discussions, et qui sont plutôt de la sculpture, de l'assemblage, etc. Donc je pense que ça la pousse vers la sculpture, et je pense que la sculpture demeure aux États-Unis un genre très masculin. Ce que vous dites est complètement juste, mais alors la peinture est très chargée aussi.
très 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 chargé. Enfin, je l'ai pas montré le Life de 1949 où Pollock est devant, je sais plus comment s'appelle cette œuvre très 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 connue, où Pollock est devant, je sais plus, enfin devant un de ces grands murals. Et donc la mise en scène de l'artiste peintre comme une figure très virile et l'importance de la peinture, etc., enfin, que tout le monde connaît bien ici. Enfin, c'est juste que je voulais pas dire que ça l'autorise à passer à la sculpture, mais simplement que la polarisation, la charge est différente en France. Merci. Bon, on peut inviter des questions de l'audience en français ou en anglais, et peut-être entre nous trois, on arrive à bien répondre. Ça, c'est une question pour mes deux compatriotes américaines. Déjà, est-ce que vous parlez français? Parce que je peux faire en anglais, mais aussi en français, parce que je pense que beaucoup de gens ici parlent français. Peut-être on peut faire les deux. Do you s'il vous speak plaît. French? You too? You understand if I speak French? I understand. Okay. Parce que... Pas les deux, en fait. Donc, peut-être vous voulez demander dans les deux langues, si vous pouvez. Oui, je peux. OK, d'accord. Merci. Je suis une expat américaine que j'habite ici depuis plus 35 ans. Et j'étais attirée à la France à cause de la joie de vivre, l'art de vivre et l'art dans la vie. Et aussi, comme vous avez dit, dans les siècles derrière, il y a certaines femmes qui ont trouvé une certaine liberté ici, moi personnellement, on ne trouve pas en Amérique. Some women find, well, I did, when you're alone, you find a certain freedom, such as going to a cafe. You can go to the cafe, you can have a coffee, you can have a wine, you can bring your dog, you can bring your kids, you can read a book, you can draw. Dans un café, on peut faire tout. Mais en Amérique, dans un bar américain, surtout à Utah, pas à New York, j'habitais aussi à New York, mais dans l'Amérique profonde, j'étais jamais à l'aise d'aller toute seule dans un bar parce qu'on est considéré un peu une femme perdue, une femme de mauvais caractère. Est-ce que ça a changé? Je parle surtout, pas à New York, mais plutôt in Utah. That changed. I would agree with you about the freedoms of just not having domestic cares, and also American women were seen as more bold and brash and perhaps licentious, and seen and still seen, perhaps. And also, you have Paris is an enormous city with so many opportunities versus a fairly rural kind of environment. I would say that as a woman who lives in Utah, I feel the same sort of freedom when I come here, as well, that there are I'm free from certain responsibilities at home and at work, and able to explore different parts of myself. But in terms of the state, is that sort of where you wanted me to go? I do think there was a retrenchment, and that some of those opportunities and freedoms and liberties that could even be enjoyed there in the course of the 20th century, that waned. And so I think we're in a moment of, we're actually celebrating the fact that women in Utah were the first to vote in state elections in 1870. So, which is not well known. Of course, that was revoked when statehood wasn't granted, and there were concerns about women voting as their husbands told them to, and not exercising true agency. So that is a very rambling answer to a big question about the freedoms that one may feel here versus there. Thank you. Other questions? Autres questions? Devant. Une question qui concerne à la fois Louise Bourgeois et Gréa Torex. Ce qui me frappe, c'est le caractère discontinu en fait du
travail de ces deux artistes. Et c'est quelque chose que j'ai souvent retrouvé dans la carrière des artistes femmes, à la différence des hommes qui vont définir assez tôt une sorte de style, signature, et qui vont suivre ce style, alors que les femmes s'autorisent ou sont forcées à quelque chose qui est de l'ordre pas de l'incohérence, mais je veux dire d'une forme de diversité stylistique, soit qu'elle passe d'un travail commercial ou destiné à vivre à quelque chose qui est plus important pour elle, mais plus difficile à vendre, ou alors qu'elle soit forcée pour différentes raisons à avoir une forme de discontinuité, ce que tu appelles quelque chose de sinueux. Et je voudrais vous interroger toutes les deux là-dessus. Should I do it in English? Did you get what I said? No. Okay, I was reflecting on the fact that a lot of women artists, from my experience, have discontinuous career. They go from one style to another, from one technique to another, more than men artists. And I wonder if it's not, I would be interested in both of your reaction to that. Well, I think that's quite true, that a lot of the men, for example, if we take Greater X starts as the Hudson River artist, and I might compare her to, Frederick Church or some of the other artists who basically have one style and they continue it for 20 or 30 years. And usually they only had a small window where they were very successful, but they keep more or less doing something similar. And I tend, with the women, there seemed to be more of a sense of the possibility of self-reinvention, that you can, you're not locked into this one mode, that you can experiment. And I think also in the case of Greater X, she was very spiritual and moral. She wasn't really religious, but she was, so I think that's when she was painting landscape, to me, she started out as maybe thinking that was an acceptable mode of work, but then as she sees what's going on in New York, she's morally outraged. She wants to call attention to this change that's going on, and so I don't think she thinks she's going to stop progress, of course, but she does this book. And she actually writes. I mean, I just found a letter the other day. I've been working on her for 20 years, and I found a letter the other day. She wrote to Governor Tilden of New York, and she said, I'm sending you a copy of my book, and I want you to know realize what is going on in the city, and, you should pay attention to this. So she thought that this was an important call to arms in a way. And then she's making this book, and she's doing these pen and ink drawings. But then how do you reproduce those things? She tried many different methods. She tried somebody photographing her drawings. She tried reproduction by photomechanical means, but she's never happy with that. So then she says, okay, I'm going to learn to etch myself. So I can just make my own, do my own, it can be made in multiples, and she does that. So, I think there's this sense of, it's organic. It's sort of one thing is leading to another. I don't think that she was, people are that she was careerist. She wasn't thinking, oh, I'm going to make more money if I do this. But she was, she was evolving and noticing things around her, and she thought of her art as a way of responding to social issues and the world around her, not just interior creativity, but actually a social responsibility. Pour Louise Bourgeois, alors les artistes que j'ai cités qui ont des périodes de formation très longues aussi à un moment donné, c'est ce même type de parcours sinueux, et ce sont souvent des artistes qui passent de la peinture à la sculpture. Enfin, il faut revoir dans le détail, mais il y a souvent... Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, I agree with you. Et pour Louise Bourgeois, je mettrais en rapport cette longue formation avec son succès tardif. Il y a une caractéristique du travail de Louise Bourgeois qui est celui d'effectivement avoir eu plusieurs périodes qui ne font partie d'aucun courant, qui appartiennent dès le début, comme on le voit, c'est à la fois une sorte de modernisme prolongé, il y a des liens avec le surréalisme, elle se mêle avec l'art conceptuel, à un moment donné elle est exposée, comme tu le sais bien, dans Eccentric Abstraction. Donc elle navigue entre différents projets. Le fait de subir une forme de marginalisation en tant qu'artiste femme, puisque sociologiquement c'est bien prouvé, va de pair avec une forme de on ne sait pas quelle est l'œuf ou la poule, mais de liberté à traverser, de ne pas s'intégrer en fait dans tel ou tel courant.
mais ça implique un succès tardif, une formation longue, puis un succès tardif pour Louise Bourgeois. Bon, je crois qu'on a du temps pour une question finale. Last question. I hope it's worthy. So I was wondering, thank you all for your presentations. I have a question about Greater X. I was wondering, there's so many women artists all over the world who are successful in their career. They are recognized. But then, for some reason, we just lose touch and sight of their work. So as you very poignantly pointed out when you asked that question in the beginning of your presentation, who has heard of this artist? No one raised their hands. When was it and why was it that she became lost in the art historical canon? Well, now you asked the big question. We might be here all night. So what I think happened is, I don't know if many of you know the term Gilded Age, but in art of the United States, we usually talk about antebellum, before the Civil War, and then from the 1860s to the end of the century is usually called Gilded Age. So what I think really happens is that as corporate America really starts moving along in the 1880s and 1890s, and they begin to have a very specific type of art that they want to to have in their homes. And they have the muralists, and they have certain painters who painted idealized women and things like this. But so the generation before that was much more open. African Americans were painting and exhibiting in the exhibitions. Women had were beginning to become much more prominent. And so I think a lot of these, so if you think about American history, after the Civil War, in political terms, not art, you have the Reconstruction era after the Civil War. So African Americans get the right to vote. You have very many, there's almost a possibility that democracy is really going to exist. I mean, Whitman writes this essay called Democratic Vistas, where he says that the promise of democracy is finally being realized. But then by 1880 or the late 1870s, things start to become more controlled again. The South begins to suffer. African Americans are again being sort of pushed into a different mode, and so are women. So I really think that there was a sort of effort to sort of retell the story in a way that made the Gilded Age look like the logical progression of American art, of course, across the century. So I think, in a way, a lot of these people were the victims of that kind of tidying up of the history that would lead to, abstraction and whatever, modernism. Well, thank you all very much for your presentations and thank you all for staying jusqu'au bout, comme qu'on a dit avant. Bon, on va prendre une petite pause. On va revenir pour le concert final et c'était à 18h moins le quart. Bon, merci.